Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Daniel Cohen. Bonjour. Bonjour. Économiste et essayiste, directeur du département d'économie à l'École normale supérieure. Et vous publiez, il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète aux éditions Albin Michel. On a du temps pour en parler, ça c'est bien. Mais juste évidemment un petit mot de l'actualité parce que au-delà du fait que le président Macron dévise dans les sondages, remaniement aujourd'hui, ça vous avez dû suivre, on n'est pas là pour commenter l'actu politique. S'il dévise dans les sondages, alors c'est vrai qu'il y a cette question de savoir si c'est sur son style, le président Macron, sur sa façon d'exercer le pouvoir, ou peut-être sur, et là ça rejoint notre sujet, l'absence de résultats aujourd'hui, après plus de 15 mois ou 16 mois de mandat. L'exécutif ne le demande pas, mais on sent qu'il demande du temps, comme souvent, pour que toutes les réformes, tous les chantiers qui sont ouverts commencent à produire des résultats. Vous n'avez aucun doute, ça finira par produire des résultats ou il y a l'ombre sous fond d'un petit doute non, là. mais ça dépend de ce qu'on appelle les résultats. Là, les résultats économiques, sur le chômage, sur l'investissement, oui, sur la justement. croissance. Oui, mais ça fait partie de la question. Le pouvoir d'achat. Ça fait partie de la question. Les résultats qu'on lui demande, c'est sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, là, maintenant, la discussion, la frustration, elle est sur le pouvoir d'achat. Et pas sur toutes les autres choses qui, à mon avis, sont au moins aussi importantes, qui est l'emploi, qui est la qualité du service public, qui est la qualité des relations au sein des entreprises, entre les travailleurs, les gens qui les embauchent, etc. Il est questionné sur le pouvoir d'achat parce qu'effectivement, son programme est une énorme usine à gaz dans laquelle on prend en retraités, on redistribue aux gens, on fait la taxe d'habitation. Au passage, on fait une baisse assez spectaculaire de la fiscalité sur le capital. Donc c'est lui qui a créé le terrain où on l'attend. On lui dit, mais alors finalement, si tu prends, tu redistribues, montre-moi que ça n'est pas un jeu à somme nulle, montre-moi qu'en effet, le pouvoir d'achat augmente pour au moins un nombre significatif de Français. Or là, oui, il y a un retard à l'allumage parce qu'il a fait beaucoup de promesses de baisse de dépenses, mais il a aussi des contraintes de réduction du déficit. Il a en plus pour l'année prochaine quelque chose qui est tout à fait extravagant, qui est de faire que le CICE et la baisse de charges vont se faire en même temps, la même année. Promesse de campagne. Promesse de campagne. Il aurait pu l'espacer dans le temps. Il aurait pu faire éteindre le CICE l'année prochaine et faire passer la baisse de charges l'année d'après. Il applique son programme. Il ne faut pas lui en vouloir. Il applique son programme, mais le programme, en l'occurrence, contenait une faiblesse, à mon avis, ici, mais qui explique aussi le fait qu'il est constamment obligé de jongler avec je prends un peu, je recule, etc. Donc, je crois que cette question, elle est un peu passagère, parce que c'est le retard à l'allumage de différents dispositifs qui se sont espacés dans le temps. On peut le gagner ce combat sur le pouvoir d'achat, tous les gouvernements passés s'y sont un peu cassés les dents. Si, à partir du moment... Il y a le pouvoir d'achat et puis il y a le ressenti. Vous le savez en économie, c'est comme la météo, il y a la température, il y a le ressenti de la température. Comme le vent, oui, je sais. Mais à partir du moment où on accepte qu'il va y avoir une espèce de vache à lait que sont les retraités, qui ont été mis à contribution une première fois avec la CSG, une deuxième fois avec la désindexation. Si cette des pensions. Des pensions. Si on accepte cette équation-là, cette équation de départ, qu'il est normal de mettre les retraités à contribution pour financer les autres baisses d'impôts, alors son programme passera. Ça, c'est certain, puisque... Passera, c'est-à-dire quoi passera ? Passera, c'est-à-dire que son programme réussira à créer pour les classes moyennes un supplément de pouvoir d'achat. Donc ça a marché, donc, au détriment. Donc, si on accepte cette équation, mais est-ce que les gens acceptent cette équation ? Est-ce que les retraités vont accepter que finalement, ils aient servi de caisse pour financer les autres programmes ? On le verra bien, mais c'est un peu là la ligne de crête de son programme aujourd'hui. Voilà, c'est qu'on se rend compte que ce qu'il propose pour cette question-là, c'est un peu les retraités sont mis à contribution pour d'autres programmes de baisse d'impôts, qu'il est lui-même obligé d'espacer dans le temps parce qu'en fait, il a aussi des contraintes budgétaires. C'est ça qui fait la chose. Mais aussi importantes que soient ces questions, je pense personnellement qu'elles sont du second ordre par rapport à toutes les autres sur lesquelles on ne l'interroge plus parce que justement on est obsédé par celle-là. Ces autres questions, encore une fois, c'est la qualité de la formation professionnelle, la qualité de la formation dans les universités. Il y a une réforme qui est là, il y a des réformes qui sont faites, ils cochent les cases. La fiscalité, ça a été fait, le droit du travail, ça a été fait, la formation professionnelle, l'apprentissage, tous ces chantiers, ils sont ouverts. Ils sont ouverts, il faut les refermer. C'est-à-dire la formation professionnelle, on a une application très sympa qui permet de mettre des étoiles. Est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, on dira oui, la qualité est meilleure qu'elle n'était avant parce que ce système est efficace, ou est-ce que c'est un gadget qui en réalité ne change rien à l'offre qui est proposée aux gens? Est-ce que l'université, il y a cette fameuse accession à l'université avec des oui, si. On vous apporte un petit verre d'eau, tiens. Hop, oui, parce qu'il tousse un petit peu. On a oui, ça m'arrive souvent malheureusement. Et donc oui,
Donc pour vous, c'est un gadget qui est proposé par la je ne sais pas. professionnelle d'avoir une application pour mieux savoir. Ça ressemble à un gadget. Maintenant, ça marchera peut-être, mais je veux le savoir. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On va voir ensuite si, en effet, dans 5 ans, on pourra dire oui, le nombre de gens qui ont été formés par ce mécanisme-là est plus grand, de meilleure qualité. Et au bout du compte, on a gagné cette grande bataille qu'est celle de la formation professionnelle. Il y a le plan compétences. 15 milliards sont mis de côté pour aider les chômeurs de longue durée en difficulté qui ont été frappés par la crise. Ça a beaucoup de mal à démarrer, ce plan, parce que justement, les caisses sont vides. Eh bien, on va voir s'il est mis en œuvre et que dans 4 ans, on pourra dire oui, le nombre de chômeurs de très longue durée, les grands exclus du marché du travail, il y en a X% qui ont été remis dans le droit chemin. Donc, c'est toutes ces questions qui me paraissent beaucoup plus importantes que celle de savoir, comme c'est le cas aujourd'hui, si le pouvoir d'achat des classes moyennes va augmenter de 0,5 ou de 1%, parce que c'est ça dont on parle. En fait, les programmes d'augmentation du pouvoir d'achat, c'est quand même l'épaisseur du trait. Et c'est cette épaisseur du trait qu'on discute, comme on est en train de le faire maintenant, alors qu'encore une fois, les grandes questions qui se posent à la France sont en réalité d'une toute autre nature, en tout cas à mon avis. Ouais. Sur les grandes questions, justement, on l'évoquait avec Jean-Pierre Levotte, que vous connaissez, qui vient nous voir régulièrement. Il disait que, on l'apprécie tous, Jean-Pierre Levotte, évidemment, il nous disait la France de 2022, sous Macron, elle ressemblera plus ou moins à celle de 2017. Jean-Marc Daniel, qui dit autre chose, il dit lui carrément, il nous mène dans le mur parce que la grande réforme de l'État, elle n'est pas là, il y a toujours autant de dettes, on ne baisse pas la dépense publique. Bon, dette, tout ça, etc., c'est des sujets. Bon, il a un programme de réduction du déficit. S'il le mène à son terme, eh ben, les problèmes, le robinet sera fermé et l'eau va finir par redescendre. Donc, je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'il tiendra ses objectifs en matière de baisse, baisse du déficit et que donc, du coup, la dette sera stabilisée. Encore une fois, c'est plus l'autre aspect, l'aspect qualitatif qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire, effectivement, est-ce que la grande transformation qu'on attend, des services publics, oui, de l'État, est-ce que toutes ces choses vont se faire qui vont permettre de dire dans 3 ou 4 ans, oui, on a un meilleur rapport qualité-prix. Il n'est pas assez disruptif quand vous écoutez le président. Il applique finalement... Je crois que ça fait partie des questions que les gens se posent maintenant, c'est-à-dire on a un programme, on a un certain nombre de cases qui sont en effet cochées, formation professionnelle, check, réforme du bac, check, réforme de la SNCF, check. Super alors. Mais encore une fois, il ne faut pas seulement mettre une croix dans une case, il faut s'assurer que derrière, la grande transformation que cette case promet sera faite. Est-ce que la SNCF, on a supprimé le statut des cheminots pour les nouveaux entrants, donc d'accord, c'est sur une génération. Est-ce que ici et maintenant, la SNCF est capable de jouer sa partie dans une concurrence européenne qui est en train de s'installer? Voilà le genre de questions sur lesquelles il devra rendre des comptes dans 3 ou 4 ans. Donc oui, il check les grandes questions qui intéressent les Français. L'État en fait partie, l'enseignement. Donc il y a une grande migration des ressources qui étaient consacrées au secondaire qui va aller vers le primaire. Est-ce que le primaire va être à la hauteur? Je le souhaite du fond du cœur, mais le secondaire, c'est important. L'accès à l'université l'est aussi. Il faut des ressources pour que l'université puisse jouer son rôle. Et il n'y a pas de ressources additionnelles pour l'université. Et les dépenses de l'enseignement supérieur en France, c'est un peu plus de 14 milliards. C'est pas beaucoup par étudiant. Ça n'a pas cessé de baisser alors qu'il y a plus d'étudiants. Depuis 10 ans. Ça n'a pas cessé de baisser par tête d'étudiants parce qu'il y a plus d'étudiants. Et donc, il faut ici un grand effort. Moi, j'aurais aimé... Qui n'est pas fait parce qu'on n'a pas les ressources. Donc, on voit les milliards qui passent ici à droite et à gauche. Le simple fait, pour la même année, de cumuler le CICE et les baisses de charges, c'est 20 milliards. Vous vous rendez compte tout ce qu'on peut faire avec 20 milliards? C'est la moitié de la dette de l'UNEDIC qui ne va pas être remboursée, qu'on va demander aux chômeurs eux-mêmes de rembourser cette dette, alors que là, on avait 20 milliards qui pouvaient, d'une certaine manière, régler le problème. 20 milliards, c'est 2 fois la dotation du MIT en matière de dotation du capital. On aurait pu se payer 2 MIT avec ces ressources. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire, qu'on ne fait pas à cause d'une contrainte budgétaire, mais qui elles-mêmes, à mon avis, pas toujours très bien gérées. Que Nicolas Sarkozy, en son temps, aurait aimé faire. Par exemple, qu'il aurait aimé faire sur l'ISF et sur la réforme du droit du travail, bien sûr. Est-ce qu'on est, c'est pas la première fois en France, est-ce qu'on n'est pas un peu à contre-courant de l'histoire avec un président libéral comme Emmanuel Macron, alors qu'on est dans un monde où on a tous vu une montée des populistes, des partis anti-système, des partis souverainistes? Ça nous ramène plus de 25 ans en arrière avec l'arrivée de François Mitterrand au moment où il y a une révolution conservatrice au UK, enfin au Royaume-Uni et aux États-Unis. On a toujours un train de retard, nous, en France. En même temps, nous, notre mue libérale, on ne l'a jamais faite. Voilà. Mais c'est vrai ça. Oui, on ne l'a jamais fait parce qu'on est la France, qu'on est les héritiers de Louis XIV et de Robespierre. Bon, donc on ne la fera sans doute jamais et chaque pays a un avantage comparatif. J'ai envie de dire, en Suède, l'avantage comparatif, c'est des syndicats puissants qui sont capables de produire des compromis sociaux. En France, on a un appareil d'État
l'État qui normalement est un peu notre fierté, il faut le faire fonctionner, le moderniser, le rendre capable de répondre à la demande sociale qui s'exerce à lui. On ne va pas devenir ni américain, ni chinois, ni suédois du jour au lendemain. Donc il faut construire sur ses forces. Mais ça ne doit pas être un prétexte pour ne rien faire. L'État a un vrai besoin d'être réformé en profondeur. Mais pour revenir à votre question, oui, il y a quelque chose pardon, de cette nature. Je suis désolé. Quelque chose de cette nature. Mitterrand arrive au pouvoir au début des années 80 dans un environnement qui est complètement opposé à celui que lui-même porte, c'est-à-dire on est en plein libéralisme de Reagan, de Thatcher, et lui, les socialistes ancienne façon. Et là, effectivement, on a un président libéral, voilà, on va le dire un peu comme ça, un peu à la Giscard, quelque chose de cette nature, au moment où c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Or, un des grands crans d'arrêt de sa politique, c'est quand même la transformation de l'Europe. C'est un sujet considérable. Il faut que l'Europe évolue, il faut que l'Europe soit à l'écoute des citoyens, parce que sinon, elle peut voler en éclats. On a une crise italienne, vous avez suivi ça aussi bien que moi, qui est en train de sourdre. Enfin, on ne peut plus exclure que l'Italie décroche, que l'Italie soit attaquée par les marchés, que l'Italie soit obligée de sortir de la zone euro. Et à ce moment-là, ça sera vraiment apocalypse now, si c'était le cas. C'est-à-dire, par rapport à ça, la crise grecque, ça sera de la petite bière. Bon, donc, justement, la France, elle peut être, Daniel Cohen, submergée par cette vague populiste qui monte un peu partout. Le jour, pardon, on fait un peu de politique fiction, où au-delà des questions de personnes, on a une France insoumise qui fait cause commune avec le Rassemblement national, comme c'est le cas encore une fois en Italie. On pourrait avoir un gouvernement de coalition populiste anti-système. C'était le rêve de Florent Philippot d'ailleurs, en passant de réunir les populistes de droite et de gauche. Oui, mais justement, il a perdu son combat. En fait, il n'y a que vraiment qu'en Italie que ces extrêmes s'associent et on voit que c'est explosif. En réalité, quand on regarde en profondeur les électorats chez nous, du Front National, de Marine Le Pen et de Mélenchon, oui, ils partagent une même détestation des élites et des institutions, mais quand on regarde dans le détail, il n'y a rien qui les rapproche. Les électeurs du Front National, ils veulent des baisses d'impôts, ils détestent la fonction publique, ils détestent l'assistanat, et les autres électeurs, ceux de Mélenchon, sont presque opposés en tout à ce programme, au fond, de baisse d'impôts. On voit le Trumpisme ou le programme de Salvini en Italie, c'est un bon résumé du programme économique rêvé de ces nouveaux populistes. Moins d'impôts, moins d'État, moins de fonctionnaires et des protections aux frontières. Voilà la combinaison qui intéresse les électeurs. Parce que le populisme agglomère, c'est vous qui l'écrivez, une double détestation à l'égard des élites en haut et de l'immigration en bas, censées être toutes deux à l'origine du désordre social. Voilà. Et donc c'est cette deuxième moitié qui n'est pas partagée avec le radicalisme de gauche. Donc effectivement, en Italie, il y a eu un alignement de planètes qui est presque symétrique de celui qui a permis à Macron d'être élu, c'est-à-dire la droite et la gauche traditionnelle se sont effondrées. Du coup, il n'y a eu que les radicaux et le système politique français, qui n'est pas à la présidentielle, les a obligés à se rassembler. C'est ça qui est explosif aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on aura la même chose ni en France ni en Allemagne. D'ailleurs, on ne voit pas du tout l'AfD s'associer à Die Linke, le parti de gauche radicale allemand. Donc ça ne se produira pas. En revanche, ce qu'on voit pour Macron, c'est que son désir de créer à l'échelle de l'Europe quelque chose qui ressemble à ce que lui-même a fait en France, ça ne se produira pas. On l'a vu avec les élections en Bavière. La CSU ne fera jamais une alliance de cette nature. C'est l'inverse. Elle veut être sûre qu'elle tienne bien sa droite radicale. Madame Merkel n'a pas d'autre choix que de suivre la CSU bavaroise. Donc en réalité, aucune alliance n'est possible en Allemagne entre Madame Merkel et Monsieur Macron. Donc en fait, son projet de réinventer la vie politique en Europe à l'image de ce qu'il a fait en France ne se produira pas. Donc il aura beaucoup de mal, ça nous fait le lien avec ce qu'on disait sur Mitterrand, il aura beaucoup de mal à peser sur l'évolution de l'Europe. Or, c'était un des éléments de son programme. Peut-être pas celui sur lequel il sera jugé par les Français, mais celui aussi par lequel il pourrait être jugé dans l'histoire. S'il n'empêche pas une crise majeure en Europe, alors il sera le cocu de la farce, c'est-à-dire celui qui sera venu pour changer l'Europe et qui sera le président qui assiste à son implosion s'il y avait une crise italienne majeure. Alors, justement, on va se projeter un petit peu avec votre livre. Maintenant, on rentre dedans. On sait qu'on sortait de la société post-industrielle. On ne sait pas trop comment nommer cette nouvelle société, cette société digitale. Et j'ai retrouvé juste deux chiffres quand même parce qu'elle est pleine de promesses et en même temps source d'angoisse. Facebook a gagné l'an dernier 16 milliards, en 2017, 16 milliards de dollars, soit autant que le pétrolier Shell. La seule différence, c'est que vous avez 20 000 salariés dans un groupe et 100 000 dans l'autre. 4 fois moins de salariés pour faire autant de bénéfices. Tout le problème, il est là. Moins d'emplois pour générer autant de cash. C'est pas ça le fond. Il y a plein de choses en ce livre, mais c'est pas un des fonds du problème, ça. C'est pour ça que les gens sont angoissés. Les gens sont angoissés parce qu'ils voient en effet dans cette société des algorithmes, des logiciels, du numérique. Ils voient quelque chose qui les inquiète. Les algorithmes sont progressivement en train de prendre
une partie de la place qui était autrefois dévolue aux humains. Donc c'est une angoisse. J'ai envie de dire assez classique aussi. Dans l'histoire, on a toujours vu la peur que les machines remplacent les humains pour accomplir telle et telle tâche. Coexisté, en fait. Et en fait, on s'en est toujours sorti. Bon, à chaque fois, en fait, les machines se sont révélées être les alliés des humains pour produire plus de choses, etc. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que c'est un peu le cœur du livre. En fait, cette industrialisation du monde qu'on est en train de connaître aujourd'hui, elle s'applique à une société de services dont la promesse était que des humains s'occuperaient d'humains. La promesse de la société de services relativement, on va dire, à la société industrielle dans laquelle des humains fabriquaient des voitures. Et à la chaîne. Donc au fond, si des robots font le travail des humains, ça ne peut pas être tout à fait une mauvaise nouvelle parce que c'est quand même épuisant et abêtissant de s'occuper de fabriquer à la chaîne des usines de montage des voitures en série. Par contre, la société de services, c'est une société dans laquelle je suis votre coach sportif, je suis votre psychanalyste, je suis votre éducateur, je suis votre garde malade, votre aide-soignant. Il y a quelques années, pour vous, ça, vous pensiez que ça aurait de la valeur. Et donc, exactement. Et là, vous admettez vous êtes trompé. Moi, dans mon livre qui s'appelait « 3 leçons sur la société post-industrielle », ça fait partie des constats que je fais dans le livre, mes propres erreurs. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup d'autres malheureusement, mais celle-là était, je crois, effectivement la plus significative de la mécompréhension qu'on pouvait avoir de ce terme, la société post-industrielle. Moi, je disais la société post-industrielle, c'est une société dans laquelle il n'y a plus d'industrie pour fabriquer des biens. Donc, ce qui reste, c'est le stade de la conception des biens. Voilà, prenons l'industrie pharmaceutique, je conçois des molécules, les fabriquer, les médicaments, ça coûte rien. Et après, il y a la phase de la prescription. Il faut un médecin pour dire, voilà la bonne molécule. Et je disais, le monde qui se dessine, c'est un monde dans lequel vont cohabiter ces deux extrêmes. L'un aura vocation à être plus ou moins gratuit, parce que tout ce qui est numérique a un coût marginal proche de zéro, donc ça ne vaudra rien en réalité en moyenne. Donc prenons l'exemple des chanteurs. Les chanteurs mettront en ligne leurs chansons et gagneront leur vie dans des concerts, là où il y a besoin d'une présence humaine, et ils capitaliseront sur la notoriété. C'est un peu ça qui s'est passé. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. Pas pour les chanteurs, en tout cas. Non, mais cette métaphore fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'on voit, et c'est ça le grand retournement qui s'est joué au cours des 15 dernières années. N'oublions pas que l'iPhone a 10 ans, 11 ans maintenant d'âge. C'est tout. Donc en fait, cette nouvelle géographie du monde numérique, elle est très récente. L'iPad, c'est 2010. Enfin, l'intelligence artificielle qui est capable de faire des exploits. Les premiers grands résultats nouveaux sont en 2012. C'est une longue histoire qui remonte aux années 50, mais le moment où elle est devenue efficace, c'est il n'y a même pas 5 ans. Donc on est là dans une deuxième mutation. Et qu'est-ce qu'elle produit? Le contraire de ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le numérique qui garde toute la valeur, c'est les bookings qui gardent la valeur, c'est Uber qui garde la valeur, c'est Facebook qui pompe la valeur de la publicité, etc. Et ce qui est gratuit, c'est ce que je croyais être payant, c'est-à-dire le service final de vis-à-vis où tout seul, derrière son algorithme, et gratuitement, on va faire de l'automédication, on va apprendre des langues, on va réserver les hôtels, etc. soi-même. Et donc, en fait, les GAFA et tous les pseudo-GAFA qui tournent autour d'eux ont gardé la valeur. Et ce qui s'est vidé de la substance, c'est la partie que je croyais prometteuse, celle du face-à-face. Mais c'est terrifiant, parce que on voit, il y a moins de jobs, et donc, je tire le fil, ils sont mieux payés. Chez Facebook, le salaire moyen, médian, 240 000 $. Mais faut-il en être? Ça veut dire que les jobs les mieux payés à l'avenir, ils seront plus rares, ils seront uniquement dans la tech. Voilà, et vous disiez, la valeur sera captée par le très haut de la société. C'est quand même un scénario possible, ça. Oui, alors il y a 2 scénarios possibles. Il y en a un, c'est celui-là. La valeur reste tout en haut, et les marques Zuckerberg et les Steve Jobs, enfin Steve Jobs malheureusement est décédé, et les Bill Gates, eux, auront des gens qui s'occuperont d'eux, ils auront des médecins, ils auront des coiffeurs, ils auront des coachs sportifs, donc ils auront du travail humain autour d'eux. Cette domesticité élargie de ces géants de la tech auront eux-mêmes des gens qui travailleront pour eux, donc on aura des cercles concentriques de plus en plus éloignés du sommet de la pyramide sociale, qui créeront des emplois de moins en moins bien payés, et plus on s'éloignera du sommet, moins il y aura d'emplois et plus il y aura d'algorithmes. Ça, c'est une première version qui prolonge cette montée aux extrêmes dont on est en train de parler. C'est là où on va, c'est le chemin qu'on prend. Mais il y a une autre voie. Non, il y a une autre voie qui, en général, s'est imposée dans l'histoire, et c'est celle-là pour laquelle il faut
militer, dont il faut comprendre les enjeux et qui nous ramène aux questions dont on parlait à propos du programme de Macron. L'autre voie, c'est tout à fait autre chose. Tous ces personnels en tension dans les services, les infirmières dans les hôpitaux, les enseignants dans des classes, etc., ne vont pas être remplacés par des machines. Les machines peuvent les aider à avoir une meilleure productivité, à gagner du temps qui leur permette de mieux s'occuper de leurs patients. Le jour où une infirmière pourra disposer, grâce à une intelligence artificielle sophistiquée qui va venir dans 2 ou 3 ans, d'un diagnostic sur la personne qui dira, voilà, ce monsieur, en gros, il a une toux, là, donnez-lui du sirop, qu'on n'en parle plus, etc. Elle pourra s'occuper de lui. Le médecin sera convoqué un peu plus tard, quand ce sera nécessaire, quand le logiciel d'ailleurs lui-même le dira. Attention, là il y a une zone d'incertitude, il faut qu'il aille voir un médecin et peut-être que le médecin lui-même devra aller à l'hôpital pour régler ce problème. Mais on voit que ça donne une capacité d'action qui va soulager, encore une fois, ces populations en tension qui sont au cœur de cette société de service pour pouvoir mieux s'occuper des personnes. Je suis moi-même enseignant. Quand on fait un cours en amphi, on est incapable, en regardant les visages des élèves, de savoir s'ils suivent ce que vous dites. On ne sait pas. Il faut attendre l'examen à la fin de l'année pour se rendre compte qu'ils n'ont rien compris et que vous avez été un très mauvais enseignant, par exemple. Mais là, on peut tout à fait imaginer qu'à la fin de chaque cours, il y a 2-3 petites questions bébêtes. Les élèves y répondent directement. Alors, si c'est moi qui dois faire les corrections, je ne vais pas le faire parce que justement, je suis en tension comme profession. Mais si une intelligence artificielle me dit, voilà, ils ont compris à 80%, mais là, il y a 3 bons hommes, ils n'ont rien compris. À ce moment-là, comme enseignant qui crée un service, je lui dis, Paul, Victor et Jacqueline, venez me voir, on va prendre 1 heure de plus parce que manifestement, vous avez décroché. Donc, cette idée qu'il y a une lutte à mort entre les technologies et les personnes, oui, dans le cadre actuel, c'est possible. Parce que dans la Silicon Valley, il y a des gens qui ne pensent qu'à ça. Comment détruire des emplois, créer des applications tueuses qui vont se substituer aux personnes. Mais si on donne aux hôpitaux, aux enseignants, les moyens de prendre possession de ces technologies, on va voir que des complémentarités sont très nombreuses, sont possibles et sont souhaitables. C'est le défi des 50 prochaines années. Avec l'idée même des 20 prochaines années. Avec l'idée de manière positive que cette croissance anémique et cette stagnation séculaire redoutée par tous dans le cadre de la société de service puisse retrouver de la croissance grâce aux économies d'échelle générées par l'intelligence artificielle. Soyez plus pédagogue que moi. Là. Voilà, exactement. On a tous des parents qui vivent à un certain âge seuls dans leur appartement. Moi, j'aimerais qu'effectivement des produits connectés me permettent de savoir quel est l'état de santé de ma mère. Est-ce qu'elle a fait une chute ou pas? Est-ce qu'il y a des petits moments de tension? Est-ce que son cœur accélère? Si c'est le cas, je ne veux pas qu'elle soit gérée par un logiciel qui lui envoie une piqûre automatiquement. Je veux qu'immédiatement, des personnels de santé qui vivraient dans son espace géographique, puisse être alerté, qu'on vienne le voir, Madame Cohen, comment ça va? En quoi ça crée plus de croissance? Mais ça donne plus de croissance parce qu'on va pouvoir donner à ces métiers des réserves de productivité, c'est la productivité en général, si vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois, vous serez mieux payé. On va donner à ces personnes les moyens de s'occuper de plusieurs personnes, d'offrir des services nouveaux, et au lieu d'acheter une application qui va vous auto-soigner parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix disponible aujourd'hui pour les personnes âgées qui vivent seules, on acceptera de payer un peu plus cher, des gens un peu mieux qualifiés qui disposeront de ces technologies pour vous offrir quelque chose de meilleure qualité, et on n'aura pas ce choix terrible qui est de laisser les personnes seules chez elles ou d'aller dans les EHPAD. Il y a un continuum de situations qui pourront être créées et qui réenchanteront cette société de service, au lieu, comme c'est le cas si on suivait ces tendances-là, de simplement déshumaniser entièrement ce monde qui normalement s'annonçait comme une promesse d'humanisation. On finit là-dessus, enfin quasiment là-dessus. Vous prenez souvent l'exemple du film Her avec Joaquin Phoenix qui tombe amoureux d'un logiciel qui a la voix, et c'est normal, de Scarlett Johansson. Ça en dit long sur l'idée que plus de croissance, parce que quelque part, je vous laisse expliquer, mais plus de croissance, et aussi le pendant, c'est une forme de déshumanisation que vous avez Scarlett, ce film qui est magnifique, absolument tout le monde le voit, c'est exactement l'illustration de ce premier scénario où on va toujours plus loin dans la déshumanisation. Et voilà, c'est l'histoire d'un homme qui est amoureux d'un logiciel. Et ce logiciel lui offre tout ce qu'elle veut, tout ce qu'il veut. Elle l'aime, elle le connaît par cœur, elle sait quand il est triste, elle sait quand il est gai, quand il a envie de faire l'amour. Elle convoque une personne, elle loue une femme qui fait l'amour, voilà, les 2 heures qui sont nécessaires, et puis c'est tout, après elle rentre chez elle. Et c'est quoi les économies d'échelle? Et les économies d'échelle, on le découvre au milieu du film, enfin à la fin du film, donc c'est un spoiler que les gens n'écoutent pas s'ils ne l'ont pas vu, qu'ils ont envie de le voir. Ils découvrent qu'elle est amoureuse de lui, mais de plusieurs milliers d'autres personnes en même temps. Qu'elle connaît aussi bien que lui. Qu'elle connaît aussi bien que lui, c'est-à-dire parfaitement, c'est-à-dire mieux que quiconque vous connaîtra jamais. Et on voit à ce moment-là, effectivement, le logiciel créer un service
avec des formidables économies d'échelle, dont le secret est tout simple, c'est que, en fait, au lieu de traiter la personne, on traite une version numérisée de la personne. On sait tout de lui parce qu'on a numérisé ses désirs, ses attentes, bientôt son état de santé, et c'est ça que le logiciel sait faire. Donc chaque fois qu'on rentre des données, en fait, on avance dans la machine, on avance d'un cran dans une numérisation possible du service qui va vous être rendu. Encore une fois, je n'ai rien contre ça. En principe, je trouve que c'est bien qu'on ait des informations sur mon état de santé qui permettent de me gérer à distance. Mais je ne veux pas que ça retire la présence humaine quand je serai malade, quand j'aurai besoin de parler à quelqu'un. Je n'ai pas envie de mourir seul avec un logiciel. Je veux des gens qui s'occupent de moi. Et je veux qu'on donne à ces gens, les médecins, les infirmiers, les moyens de m'accompagner. Donc, bref, de trouver une combinaison originale, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire, entre les machines et les humains. Et encore une fois, l'enjeu nouveau, c'est que c'est les humains qui doivent s'occuper des humains. Ce n'est pas juste fabriquer des voitures. Encore une fois, si on avait des manières parfaites pour que des robots fabriquent tout seuls des voitures, ça serait embêtant pour les ouvriers qui travaillent dans les voitures, mais ils trouveront autre chose à faire, en tout cas leurs enfants trouveront autre chose à faire. Ce n'est pas une perte sociale telle qu'on peut l'imaginer immédiatement. Par contre, quand il s'agit de s'occuper des humains, oui, que des robots le fassent, il y a une perte et c'est là qu'il faut trouver l'équilibre. Voilà, il faut dire que les temps ont changé, vous avez compris, c'est à lire évidemment. Donc, le titre... Oui. On voulait le faire. Voilà. Ouais, c'est un clin d'œil évidemment. Le titre n'est pas si explicite que ça quand même. Hein. Il faut avoir lu le bouquin pour comprendre que les temps peut-être pas tant changé que ça. À la fin, il y a un punchline qui est de dire, en fait, les temps répètent d'une certaine manière ce qu'on a connu dans la société industrielle, c'est-à-dire accepter un quantum de déshumanisation au nom de la croissance. Attention de bien mettre le curseur au bon endroit. C'est tout ça le sujet donc de ce livre. Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est signé Daniel Cohen et c'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Bourse Rabat. Merci.